Quand la fiction dépasse la réalité qui dépasse la fiction, ça donne le let's play débile de Civilisation V. C'est donc ainsi qu'en 4000 avant Jésus-Christ, Napoléon Bonaparte fonda la ville de Paris, au nord-est de l'Asie. Pendant que les civils s'affairent à maîtriser l'incroyable technologie du grenier, les militaires partent en reconnaissance pour identifier qui tapait et qui pas tapé. Premier contact, la cité-état de Hanoï. Ce n'est pas une civilisation, n'a pas vocation à brouter nos pâturages ou venir nous souffler dans les bronches, ce qui est une bonne nouvelle dans la mesure où les dirigeants sont à la fois militaristes et irrationnels, donc à peu près aussi fiables qu'un personnage de cartoon. La stratégie est assez simple, vite fonder beaucoup de villes pour en faire le noyau dur du futur empire, des villes capables de pondre des rafales et des tanks à la chaîne comme un boulanger fait des fournées de chocolatine. Pour attaquer ou défendre, ça dépendra des autres. Oh, notre premier voisin, Askia du Shanghai. Alors, pause, petit jeu. A votre avis, en regardant cette image, est-ce qu'on peut espérer vivre en paix avec quelqu'un qui, en moins 3650, prend des poses de héros des films d'action des années 80 avec armes sur l'épaule et flammes en fond? Pas sûr. On verra. Moins 3320. Orléans est fondé sur les rives de la Léna et nous avons deux nouveaux voisins, la cité-état de Gênes qui présente la particularité d'être une ville maritime enclavée à l'intérieur des terres, et surtout Gengis Khan, consul de Mongolie, connu bien entendu pour la finesse extrême de son savoir-faire diplomatique. Bon bah entre lui et Askia on devrait pas avoir trop de concurrence sur les terrains de la recherche scientifique et du présentiel des assistantes sociales. Par contre il va falloir s'armer, et pas que de patience. Ah, voilà quelqu'un avec qui on pourrait s'entendre. Haroun al-Rachid, représentant l'Arabie, qui curieusement se situe en Arabie, la vie est bien faite. Des livres, des plantes, une architecture élégante, pas d'armes ou d'armure, et il sait pratiquer l'art de la discussion éclairée. Voici qui correspond déjà un peu mieux aux valeurs de l'État français. Après, on ne peut pas dire qu'il s'est pas planté des couteaux dans le dos, hein, t'inquiète qu'il s'entraîne entre cousins. Ah, Gandhi, un voisin un peu spécial. Dans certains opus de civilisation, il y avait un bug. Comme Gandhi avait un niveau d'agression à 0, découvrir la démocratie, qui réduit l'agression d'un point, faisait passer son envie de tapis de bombe au maximum et il finissait par entraîner le monde dans un holocauste nucléaire. On croise les doigts pour que ce bug soit réglé dans cet épisode du jeu. Donc Gandhi en voisin, ça peut être la meilleure nouvelle ou la pire. Au passage, on croise également un émissaire de George Washington, chef suprême des États-Unis du Sénégal. Pendant que Maurice l'explorateur bosse fort, la ville de Lyon vient étendre notre lopin au sud et en profite pour punir des pirates qui ont pénétré dans nos eaux territoriales, alors que quand ils y ont pénétré, ce n'étaient pas nos eaux territoriales. Bref, il a bien cherché. Sans doute impressionné par notre capacité à lancer de gros cailloux sur des planches de bois, George Washington vient solliciter une déclaration d'amitié. Offre acceptée de bon cœur car être allié des États-Unis en 1920 avant Jésus-Christ, ce n'est pas donné à tout le monde. Maurice nous informe que le Québec est en Tunisie et chez nous, la ville de Troyes est fondée en Sibérie, ce qui permet de pacifier un peu la zone des activités barbares. Bon d'accord, nous aussi à ce stade on en est encore à chier par les fenêtres et sodomiser des chèvres, mais les barbares c'est eux. La preuve, ils sont en rouge. Alors que le territoire n'en finit plus de s'étendre, avec la ville de Tours au Kamtchatka, c'est Alexandre le Grand l'Africain qui vient nous conter Fleurette. Ça commence à faire beaucoup de civilisations rencontrées. S'il y en a un qui est tout seul sur le continent américain, sans aucune opposition pour entraver son progrès scientifique, ça risque de piquer en fin de partie. Ah, faudra pas oublier le mercurochrome quand on enverra notre cavalerie face à leurs bombardiers. Si jamais un mortel entendait la voix de Dieu, ce serait dans un jardin à la fraîcheur de la journée. Ah, les jardins suspendus de Babylone de Paris. Ce sera parfait pour inviter Haroun à prendre le thé. Et en cette même année, moins 950, la flotte impériale, composée du nombre impressionnant de 1 navire, débarbarise le Japon. Je suis le divin Atum, et je siège au plus haut des cieux. Du haut de ces pyramides, vous pouvez contempler les magnifiques faubourgs de la belle ville d'Orléans. Ouah, on voit même la rocade. Sur les mers, l'opération Japon prend forme et Marseille voit le jour. Et oui, désormais un auteur de manga français sera considéré comme un mangaka japonais, et rien que pour ça la prise est belle. Dans la foulée, on crée la ville de Chartres, parce qu'on a besoin de vraies villes portuaires. À peine revenu de ses gambadries africaines, Maurice l'explorateur aura tout juste le temps d'embrasser sa famille avant de repartir, cette fois-ci sur les flots. Sa passion débordante pour le scorbut ne sera pas oubliée au moment de lister les noms des héros de l'Empire. Mais tout cela était bien trop calme à bâtir des chaumières et bêcher de la terre. C'est par l'émissaire le plus improbable que la guerre pointe le bout de son nez, Gandhi. Il nous informe qu'il va entrer en guerre avec Askia et sollicite une alliance qui sera poliment déclinée. Askia, quant à lui, a vraiment un sens du timing tout pourri, puisqu'il a jugé bon de choisir ce moment pour venir traiter Napoléon de, je cite, stupide hobbit joufflu. Mais si nous avons d'autres chats à fouetter, avec la création de la ville d'Avignon qui marque le début de l'opération Océanie, une chose est claire, comme dans tout bon récit, le premier acte a introduit les personnages et le deuxième se dirige vers beaucoup plus d'action. Pendant ce temps, les choses changent. Maurice nous envoie une carte postale du Mexique, Rouen garde désormais le détroit de Bering, et l'Empire connaît plusieurs âges d'or. Oui, c'est Maurice en direct du génocide en Patagonie. Ici, tout se passe bien. À vous les studios. Ce qui est sûr, c'est que si ça pète, on sera les premiers à avoir découvert la poudre à canon. Ce qui permet de construire des mousquetaires, une unité que seule la France peut construire, et on a tellement de poudre qu'on pourrait refaire le Z-Event 2021. Napoléon fait parfois des trucs bizarres, j'en font des Grenoble, là, tout au nord, dans la neige. Tu vas me dire, les Grenoblois, le ski, ça leur fait pas peur. Ok, mais t'as vu, on est sur la carte. Ah, mais il y a des mines d'or. Ok, j'ai rien dit, autant pour moi, c'est une super idée.
Plus stratégique, la ville de Dijon, fondée en face du territoire d'Askia et qui commence déjà l'échauffement. Loin de là, Maurice joue aux Pirates des Caraïbes et nous permet enfin de nouer le contact avec l'invité mystère. Les fameux Perses d'Amérique du Nord n'ont que 2 villes et sont donc pas vraiment dans la course. Ignorons-les superbement. Ce sera finalement en l'an 1400 que la guerre éclate. L'homme des manifestations pacifiques agresse celui derrière qui l'herbe ne repousse pas, ce sera Gandhi contre Gengis Khan. Ce qui laissera la capitale indienne à portée de canon du territoire français pendant que leurs troupes seront à l'ouest. Une alliance est proposée à Gengis Khan, refusée par ce dernier car il est complètement con. Pendant que les troupes françaises se massent autour de Delhi comme des enfants autour de celui qui vient d'ouvrir un paquet de bonbons, une réunion de la dernière chance est organisée avec Gandhi. Devant son obstination à ne pas vouloir donner ses richesses sans contrepartie, nous l'informons qu'il a des armes de destruction massive et ne nous laisse donc pas le choix. Le concert de percussion commence. La foule en délire crie de joie, ils savent qu'ils seront bientôt libérés de leurs conditions misérables de ne pas être français, et les libérateurs arrivent. Delhi tombe, l'Inde perd sa capitale, le trou est béant dans le territoire et 4 autres villes sont à portée. À nous, le curry et les comédies musicales. Les troupes indiennes sont à l'ouest, et viennent de prendre aux Mongols une ville presque homonyme d'un ancien joueur de l'OM. Tant mieux, comme ça on pourra l'ajouter à notre escarcelle. Les troupes françaises sont menées par le général Lee, tout un symbole de l'humanisme derrière cette opération de maintien de la paix. Une paix maintenue avec succès dans les villes de Bombay, de Varanasi et Shabadabada. L'Inde a d'ores et déjà perdu la guerre, ne reste que des confettis en périphérie. La France va enfin pouvoir convertir le continent aux innombrables bienfaits du bœuf bourguignon et des concerts de Jean-Michel Jarre. On va pas se le cacher, pour les habitants d'Agra, ça commence à sentir la morue, une performance dans le désert de Xinjiang. Cette petite ville apparemment sans importance pourrait être une précieuse entrée ouest vers le territoire d'Askia, qui commence à être encerclé par la France telle une petite blonde fluette entourée de 6 gros renards. Nouvelle capitale de l'Inde depuis à peu près 10 minutes, c'est au tour de la ville de Pataliputra de se faire poutrer. Bien loin de la gratitude dont doit faire preuve la demoiselle en détresse secourue par le valeureux héros, Gengis Khan choisit de dénoncer notre pacification de l'Inde, confirmant par là même qu'il est réellement un peu con. Malgré quelques tentatives de riposte, les unités indiennes n'opposent pas plus de résistance que du beurre au soleil. Sous l'œil attentif des troupes du Mongol, D'Artagnan pénètre avec brio dans Sarai. Il ne reste désormais aux Indiens plus qu'une carte à jouer, et ce n'est pas vraiment un Dracofeu GX. Calcutta, 3 citoyens, sans autre défense que celle de quelques éléphants, sera laissé en paix. Bien que sur un emplacement qui donne des envies indéniables de braquage, l'Inde, reléguée au rang de cité-État, est désormais en Inde et en paix. Gandhi viendra de lui-même s'excuser d'avoir ouvert le premier conflit après plus de 5000 ans de paix, offrira des pâquerettes cueillies en chemin et jurera que si, t'inquiète, il a retenu la leçon. 1560, le monde est à nouveau en paix, la France des mousquetaires a fait parler la poudre pour faire taire les armes, et on sort avec un butin colossal, s'étendant maintenant jusqu'aux portes de l'Europe de Gengis Khan, de la Chine d'Askia et du Moyen-Orient d'Haroun al-Rachid. Les activités civiles reprennent le dessus, les brillants savants français planchent sur la mise au point du popcorn, mais aussi et surtout du moteur à vapeur, qui nous fera entrer dans l'ère industrielle, alors que certaines autres civilisations continuent de chercher le meilleur moyen de traire une brebis. Les citoyens goûtent à une vie paisible, ça donne au bonheur d'une promenade main dans la main et au réconfort d'un bon chocolat chaud, quand soudain, c'est le drame. Askia attaque Hanoï, qui demande secours. Si la France ne fait rien, le Sanghaï s'ouvrira le chemin vers les bouchons lyonnais et les bistrots parisiens, c'est le cœur de l'Empire qui est menacé, et quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. En plus, si Askia prend Hanoï, il va fermer les bordels. Pendant qu'à l'autre bout du monde, Maurice apprend la samba, en Asie, la guerre éclate. Non mais écoutez-le, ce margoulin. Nous sommes bénis des dieux, l'échec est impossible. Ouais, bah quand tu verras tes dieux, n'hésite pas à leur demander ce que veulent dire les 3 mots. Poudre à canon. Ah, et direct, ça griffe, ça tire les cheveux. Non mais ils ont vraiment une culture de la violence dans ce pays-là. C'est pas possible. C'est Maurice qui vous parle en direct d'Afrique du Sud, où il ne se passe absolument rien. Rien du tout. C'est très calme, un peu trop calme à vous les studios. Askia et son royaume du Sanghaï sont encerclés. Agra à l'ouest, Troyes, Orléans au nord, Avignon, Marseille et Lyon à l'est, et pour finir, Dijon au sud. Sur le front nord, il va falloir passer par des cols plus étroits que la mer de Gengis Khan. La progression est lente, pénible et ses canons ne sont pas prêts de tirer un coup. Le front sud, entre Combi et Dijon, se joue sur les flots et le siège n'est pas très confortable. À l'est, mousquetaires et cavaliers protègent Hanoï et sa fameuse rue de la Pompe. À l'ouest, l'armée du général Lee traverse le désert de Gobi et face à l'opposition, les arbalétriers tirent de grosses flèches rouges. Les divisions d'Askia tombent une à une, et c'est le moment que choisira ma conseillère diplomatique pour me rappeler que l'amitié, c'est important. Ah bah merci, on lui dira. Les armées se rendent coup pour coup, comprendre par là qu'ils nous donnent des coups de pied et qu'on leur rend des coups de fusil en 360 noscopes. Askia vendra chèrement sa peau, et ce d'autant plus qu'il s'agit de celle de ses soldats. C'est une autre guerre, cette fois-ci face à un psychopathe, et on sent une différence assez nette comparée à Gandhi.
Comme on dit à la Banque Centrale, l'étau se resserre, oui c'est une vanne CSP+. Ascal a bien compris et nous offre une de ses couilles en échange de la paix. Navré mon cher ami, mais nous allons prendre les deux. Frustré, il décide de se venger sur le petit de la classe et déclare la guerre à Gênes. Le 31 août 1625, à 2h30 de l'après-midi, alors que c'est la sieste en ville, Athos, Porthos et Aramis s'emparent de la ville de Gênes. Tegasa résiste farouchement à l'ouest malgré les coups de boutoir incessants de nos vigoureux soldats. Le front maritime ouvre à l'est et un navire à vapeur tout juste sorti du port de Lyon vient inspirer la peur dans le cœur de nos ennemis, qui le prennent pour un vaisseau extraterrestre et lui font des offrandes à base de patates douces. Tegasa finit par céder à l'avancée de légionnaires aussi chauds que le sable du désert qu'ils arpentent, et la frontière d'avec la barbarie s'éloigne de Paris, d'Orléans et de leurs merveilles. Les renforts venus du sud sont interceptés, enfin des renforts, des catapultes du XVIIe siècle, quand c'est ça ta tech, t'investis dans l'éducation, hein, tu déclares pas la guerre. Plus au nord, les habitants de Tombouctou ne font plus les Maliens, les troupes françaises ont entendu dire qu'il y avait du mafé à graille quelque part dans la ville, et comme la guerre s'accreuse, la perle du désert fera office de restaurant. Non loin, c'est la ville de Koukia, isolée comme un dépressif un soir de Noël, qui change de drapeau. Ça sent le pâté pour le Shanghai et sa capitale Gao, les troupes terrestres françaises font une belote, le temps de régénérer leur point de vie, et sur la mer, le blocus est total. De retour d'Australie, même Maurice se joint à la fête, et tous les stages effectués en pilonnage de camps barbares portent désormais leurs fruits, puisqu'en 1660, c'est Kumbi Salé, la capitale du Ghana de Malaisie, qui cède à son tour. Pris dans l'étau, il est trop tard pour le Shanghai, et Askia est Gao debout. La marine fait le café, t'y rajoute du sucre, du lait et des petits whisky au passage. Alors que depuis l'enceinte de la ville, on entend une voix familière dire « On peut s'arranger peut-être ?» Le général Patton répond avec son fameux humour pince sans rire « Nous vous massacrerons jusqu'au dernier !» On peut faire la guerre et être cultivé, la preuve, Paris célèbre la naissance d'un grand artiste, Valkymi. C'est qui? Non sérieusement c'est qui? J'ai jamais entendu parler. Apparemment c'est un poète indien légendaire dont le nom signifie « fils de la termitière ». Je préfère être honnête, je peux pas promettre que j'aurais pas oublié d'ici environ 20 secondes. Tondibi, dernière ville du Shanghai, est épuisée par 20 ans de bombardement et il n'y a plus qu'à se baisser pour la ramasser. Askia, dans son dernier élan d'orgueil, nous prévient « Profitez bien de votre victoire en ce bas monde, car vous payerez un lourd tribut dans le suivant. » Bah mon diquet, puisqu'on en a parlé de l'au-delà, t'as pas oublié que tu dois demander à tes dieux ce que veulent dire les trois mots poudre à canon, n'est-ce pas? Si tu veux, je te le note, hein, moi ça me prend 2 minutes et après je suis tranquille. Voilà, la guerre est finie, et cette fois on espère que c'est pour de bon. Tout va bien ma petite Hanoï, il viendra plus t'embêter. 3 siècles de chamaillerie ont laissé leur empreinte sur le moral des Français, alors maintenant place à la science et aux rêves. Napoléon, en dirigeant éclairé, décrète qu'un Français sera le premier homme à partir dans les étoiles. Oui, ici Morrison, directeur de la Nouvelle-Zélande, que j'ai nommé ainsi car elle ressemble un peu à l'ancienne Zélande. Ah super des barbares, il me reste de la poudre pour les boulets. L'Empire français, plus puissant que jamais, a montré au monde ce qu'il en coûte de troubler la paix. Et il faudrait être un petit peu con pour tester notre détermination. Donc on devrait bientôt entendre parler de Gengis Khan. Les merveilles s'accumulent dans l'Empire et le Taj Mahal d'Orléans met du baume au cœur des petits et des grands. Loin de la capitale, l'expansion continue avec l'établissement du canal de Panama-Damien. Pour une puissance maritime, c'est un avantage de rang S++. La France a donc lancé la course à l'espace, mais la route est longue. Il nous faudra aller jusqu'aux nanotechnologies et comprendre comment préparer une sauce cocktail en apesanteur. Des savants illustres commencent à popper dans l'Empire, comme par exemple avec la naissance de Platon à Paris en 1790, et en 1802 la découverte de l'électricité est vraiment une très belle prise. Cette même année, stupeur au Moyen-Orient. Haroun al-Rachid, après avoir accidentellement consommé des fruits fermentés, déclare la guerre à la Grèce, Bruxelles, Raguse, Monaco, Québec et surtout Gênes, allié de la France. D'ailleurs, le poteau Haroun va venir s'expliquer de lui-même. C'est un malentendu, voilà, je te jure, j'ai dit à mes généraux, on va niquer ceux qui nous gênent, ils ont mal compris. Tiens, je t'ai amené de la soie, je te la fais pas cher. T'as combien sur toi? T'as combien? Évidemment, de son côté, Gênes réclame de l'aide, et la dernière fois qu'un scénario semblable s'est produit, on sait comment ça s'est terminé. Ah mais si, on le sait. Non mais c'était il y a 2 minutes, fais un effort. L'Arabie est le premier partenaire commercial de la France, mais si Gênes disparaît, il n'y a plus de Génoise et donc plus de Pims, ce qui serait intolérable pour le moral des Français. Donc on va ménager la chèvre et le chou en se contentant de faire parvenir à nos alliés une unité défensive de qualité. Et oh là là, quelle surprise, Haroun et Gênes font la paix. Dans l'Empire, les bibliothèques, écoles, universités et autres centres de recherche sont construits en masse et nos chères têtes blondes se forment à rêver l'exploration spatiale en lisant Oui Oui et la fusée magique. Cette paix productive a été achetée au prix d'une dissuasion militaire pas piquée des hannetons, et si on en croit ces chiffres, ça va être chaud pour la gueule d'Haroun face à Alexandre. 1816, nouveau coup de théâtre, l'Arabie fait la paix avec tout le monde, puis se fait agresser dans la foulée par Washington, le leader, pas la ville, et Vienne, la ville, pas les Vals, ça n'aurait aucun sens. D'inspiration chevaleresque, la doctrine française a toujours été d'être du côté des agressés. La taxe sur les viennoiseries est donc doublée et des subventions sont accordées pour l'achat de gâteaux miel amande. Ah, c'est important de prendre des mesures fortes. Et pendant ce temps, Maurice est au Grand Prix de Monaco. Avec la naissance de Copernica III en 1826, la recherche s'accélère, tandis que Gandhi, lui, ressasse le passé, alors que bon, prendre une ville indienne, c'est pas un délit, lol. Et comme si c'était déjà pas assez le bordel en Afrique et au Moyen-Orient, Washington, le leader, pas la ville, déclare la guerre à Alexandre, le grand, pas le petit. Avec tout ce que cela suppose de conflits entre cités et États, mais rassurez-vous, elles se contenteront de s'insulter sur Twitter.
Les Américains vont vite regretter leur décision et c'est New York au Nigeria qui tombe en premier, ouvrant aux Grecs la voie vers Washington, la ville, pas le leader. Mais les Grecs ont d'autres plans en tête et lancent une blitzkrieg sans passer par la Belgique pour faire tomber Atlanta dans le sud de l'Algérie, Philadelphie au Maroc et bien sûr Boston au Sénégal. Après avoir déclaré publiquement « Non mais vas-y arrête, c'était pour déconner », Washington se verra contraint de signer la paix dans la galerie des glaces de Washington. La ville de Cherbourg est fondée en Alaska en 1850 parce que, quand même, il y a du pétrole et Sarah Mills Palin, ce serait dommage que ça se perde. La ville de Vienne, désormais alliée, réclame la construction du Louvre pour satisfaire sa soif de culture. Pas de soucis, t'inquiète, on va construire ça quelque part entre Big Ben et les jardins suspendus dès qu'on aura achevé la tour Eiffel. À sa niveau merveille, on a défoncé tout le monde. Je vous ai parlé de l'université d'Oxford de Lyon ou du Christ Rédempteur de Marseille. La liste est longue. 1870, Alexandre le Grand a une furieuse envie de prendre Washington et lui déclare donc la guerre, suivi de ses pom-pom girls de toujours, Raguse, Québec, Bruxelles et Rio. Ce qui devait arriver arriva, Washington finit par céder, et les Américains doivent désormais se contenter de Chicago en Espagne et Seattle, nouvelle capitale, en Suisse. Pendant ce temps, Paris s'embellit encore. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas, et qu'en même temps que nous faisons solide et durable, nous ne nous efforçons pas de faire élégant? Bien dit, Gustave. Bonjour, je suis Darius Ier, des Perses, et j'ai un message pour toi. Ce qui veut dire, abonne-toi, partage, commente, viens me suivre sur Twitch, bref, aide-moi à faire en sorte que cette vidéo perce. En Europe, les choses ne s'arrangent pas pour les Américains, qui perdent Chicago, et dont la frontière la plus sûre est désormais celle avec Gengis Khan, c'est dire la merde dans laquelle ils sont. 1928, les chercheurs français entament la dernière étape de leurs travaux liés à l'espace, mais à la surprise générale... Haroun, non, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tu as été mon allié le plus sûr pendant 6000 ans, et maintenant, alors qu'on touche au but, tu me plantes un loukoum dans le dos? Avec qui je vais discuter poésie maintenant? Gandhi m'en veut à mort et l'autre mongol il sait même pas lire? Non, c'est ma faute, j'aurais jamais dû te livrer du vin. C'est ça qui t'a mis le shaitan. En plus, t'as 4 villes, poteau. Autant bombarder Damas et Bagdad, bon ça va, les gens ils ont l'habitude, mais je vais pas envoyer les B-22 sur la Mecque et Médine. Je suis peut-être pas musulman, mais c'est quand même un peu trop halouf pour moi ça. Il y a un respect quand même. Non, pas maintenant, Maurice, on fait autre chose là, s'il te plaît, plus tard. Attends, je crois que je comprends. Alexandre arrive du sud, et vu ce qu'il a mis dans la gueule aux ricains, tu sais qu'il a les moyens de ses ambitions. Et ton pire cauchemar désormais, c'est de voir un polythéiste conquérir les lieux saints pour y installer des statues de mecs avec la teub à l'air et de déesses à poil. Ta fierté t'empêche de demander de l'aide, même un vieil ami. Alors tu préfères savoir les terres sacrées sous ma protection que sous la décadence athénienne. Tu le sais qu'à Tombouctou on a préservé avec soin toutes les mosquées. Bien, je ferai selon ta volonté. Quand tu seras au paradis des musulmans, transmets mes salutations à Askia. Et j'espère pour toi que les 72 vierges, c'est pas du flan, même si j'ai ma petite idée sur la question. Au revoir mon frère. L'heure tourne et le temps presse. Alexandre a complété son bingo africain en prenant Bagdad, en Égypte. Soyons méthodiques et commençons par retourner les alliés de la Grèce. Bruxelles sera corrompue par de la bière premium, et à Raguse on promettra d'éradiquer de la surface du monde les pizzas à l'ananas. Les canons grecs font le siège du berceau du prophète et ils se montrent intraitables avec ceux qui tentent d'en sortir. Plus au nord, la Mecque est sécurisée, au nez et à la barbichette des spadassins grecs. Le canal de Suez sépare désormais les territoires athéniens et parisiens. Si Alexandre veut Médine et Damas, il va devoir y aller en barcasse. En mer Rouge, justement, un sous-marin nucléaire français, l'USS Pinocchio, arrive pour observer les mouvements de troupes. Médine, à son tour, est désormais protégée des cavaliers à jupette, reste Damas. Et franchement, la Turquie en dessert avec accès à la Méditerranée, bah tiens, voilà ma gamelle. Hein. À l'embouchure du golfe d'Aden, le fleuron de la marine française, le porte-avions le plus avancé au monde, sans doute parce que c'est le seul, l'incroyable USS Gérard Depardieu, ne fait absolument rien. Alexandre s'entête, tel le cavalier de Sleepy Hollow, et encercle Damas comme il le peut, gêné par la présence de troupes de Marines envoyées par la cité-État de Bruxelles. À Paris, on sait que cette guerre sera la dernière, les nanotechnologies, dernière pièce du puzzle du vaisseau spatial, sont enfin maîtrisées. La guerre est finie, Damas va tomber sous les yeux d'Alexandre. Au carrefour de l'Asie et de l'Afrique, les troupes grecques et françaises se regardent en chiens de faïence. À tout moment, la compétition entre les deux plus grandes armées du globe peut dégénérer en foire à la saucisse. Les bombardiers du Gérard Depardieu sont prêts à intervenir et au sud, Pinocchio fait baliser Argos. En même temps, Paris achève la construction du moteur du vaisseau spatial et promet d'emmener nos aspirations loin du questionnement vulgaire consistant à savoir qui prendra les balles perdues nées de querelles d'orgueil stérile. À Orléans, ce sont les fusées de lancement qui sortent des usines et sont acheminées vers le pas de tir du faubourg Saint-Honoré. La cabine venue de Lyon est elle aussi ajoutée au lanceur. La situation s'apaise à Suez et sans doute par frustration, Alexandre conquiert l'Europe centrale et achève au passage les Américains qui ne verront donc jamais un homme partir dans l'espace. 1947, nous y sommes. La France va gagner. Chère Morissette, ici ton Maurice adoré. J'espère que tu vas bien,
que les petits Mauriciaux et Mauriciennes vont bien également, comme à l'accoutumée, et qu'ils égayent de leurs rires innocents ton quotidien duquel je n'ai que trop été absent. Voilà bientôt 6000 ans que nous nous sommes mariés, et nous ne nous sommes vus que 2 fois. C'est peu, j'en conviens. Tu connais mon sens du devoir et du service. La gloire de l'Empire français est celle de l'humanité, et aujourd'hui plus que jamais je vais le prouver. Le vaisseau spatial national, l'USS Ferrara, a été érigé. On m'a proposé d'en prendre le commandement, et c'est avec la plus grande fierté que j'ai accepté cet immense honneur. Ma promesse de t'emmener à Euro Disney tient toujours, mais aujourd'hui, c'est pour le monde, c'est pour la France, pour toi, pour Mauricio, pour Mauricienne, et pour leurs centaines de frères et sœurs que j'ai essaimés à travers le monde, que je pars conquérir les cieux. Sois fier de moi, mon amour, car tu occuperas mes pensées quand je deviendrai le premier homme à marcher sur le soleil.